Bonjour, entre 800 000 et 1 million de morts, on n'avait jamais connu cela en l'espace de seulement 100 jours. C'est le dernier génocide du XXe siècle. À l'heure où l'on commémore les 30 ans de la tragédie Tutsi, où en est le Rwanda? On va poser la question tout au long de cette émission au journaliste Patrick de Saint-Exupéry. Vous étiez sur place au moment de l'opération turquoise, lancée avec retard, avec les résultats que l'on sait, on va y revenir. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La Traversée aux éditions Les Arènes, une enquête en République démocratique du Congo sur la trace des génocidaires Hutus. Vous êtes aussi l'auteur de la BD La Fantaisie des dieux, rééditée 10 ans après sa sortie, également aux éditions Les Arènes et illustrée par Hippolyte. Mais d'abord, ces mots d'Emmanuel Macron cette semaine. La France aurait pu arrêter le génocide avec l'aide de ses alliés, mais elle n'en a pas eu la volonté. Terrible aveu, 3 décennies après les faits, et alors que la fracture entre Paris et Kigali ne s'est jamais totalement refermée. Alexandra Carini. La France aurait pu arrêter le génocide de 1994 avec ses alliés, mais n'en a pas eu la volonté. Jamais la France n'avait été aussi loin dans la reconnaissance de sa responsabilité dans le génocide des Tutsis. Un pas supplémentaire qui confirme la position adoptée par le chef de l'État en 2021, alors en déplacement à Kigali. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Une déclaration qui marquait déjà un tournant après plus de 20 ans de relations tumultueuses. Dans les années 90, Paris et Kigali entretiennent de très bons rapports. François Mitterrand reçoit régulièrement son homologue, le président Hutu Juvenal Habyarimana, et la France soutient militairement le Rwanda. Le 6 avril 1994, le président rwandais meurt dans un attentat. C'est le point de départ d'un massacre qui fera plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, principalement des Tutsis. En l'an 2000, le chef de la rébellion Tutsi, Paul Kagame, prend le pouvoir et accuse la France de complicité. En cause notamment l'opération turquoise, une mission militaire accusée d'avoir laissé fuir les génocidaires en RDC. Patrick de Saint-Exupéry, ce génocide, vous l'avez vous-même vécu au plus près des forces françaises. Racontez-nous. Écoutez, moi j'ai passé beaucoup de temps au Rwanda et en 1994, au moment de l'opération turquoise, j'étais effectivement avec les premiers éléments. Et ce que j'ai pu constater, tiens, en quelques mots, en fait, c'est que les soldats ont très rapidement constaté, les soldats sur le terrain ont très rapidement constaté la réalité des faits. Et ce qu'ils voyaient était exactement le contraire de l'exposé qu'on leur avait fait à leur départ. Ils découvraient une situation d'extermination pour les Tutsis et on leur avait dit que les Tutsis étaient les assassins à leur départ de Paris. C'était l'exposé qu'on leur avait fait. Et donc ces soldats se sont trouvés confrontés à une situation impossible. Tout cognait. Les ordres qu'on leur avait donnés de Paris ne collaient pas à la réalité du terrain. Et pendant quelques jours, on a vu Turquoise, cette opération turquoise avec 2500 soldats, des corps d'élite, patiner, parce que rien ne collait, tout cognait. Et la responsabilité de cet échec de Turquoise, qui amène aujourd'hui Emmanuel Macron à reconnaître que nous aurions pu stopper le génocide, c'est Turquoise, c'est l'échec de Turquoise, c'est ce qu'est en train de dire le président de la République. Manque de volonté, manque de discernement, manque de connaissance, d'information sur la situation sur le terrain, ou bien volonté délibérée de laisser les extrémistes Hutus poursuivre leur forfait, puisqu'on l'a vu même dans les zones de sécurité contrôlées par l'armée française, le génocide s'est poursuivi. Alors le problème, il est très simple, c'est que les soldats obéissent à l'Élysée. Et les ordres de l'Élysée étaient très clairs. Il fallait continuer à soutenir ceux qui commettaient le génocide. La vision de l'Élysée était raciste et elle s'est poursuivie encore après le génocide. Et les soldats n'y sont pour rien. Ceux qui sont en cause, ceux sur lesquels on pourrait discuter le rôle, c'est vraiment les responsables de l'Élysée, les politiques et les militaires, l'état-major. Mais c'est à ce niveau-là que la question se pose. Et pour vous, elle ne se pose pas au niveau des hommes qui, eux, ont été courageux, qui ont fait leur travail. Et pour vous, la reconnaissance par Emmanuel Macron du manque de volonté de stopper le génocide par la France, qui aurait pu, si elle avait voulu, en gros, c'est ce que dit le chef de l'État, eh bien, elle va dans le bon sens, mais elle n'est toujours pas suffisante ? Oui, mais c'est une démarche extrêmement courageuse qui est en train d'être menée. Parce qu'il s'agit de revenir sur l'un des plus grands scandales de la République, sans aucune exagération. Ça fait 30 ans que cette histoire dure, que le débat est extrêmement profond, et la démarche engagée par l'Élysée, par Emmanuel Macron, est extrêmement courageuse. Alors bien sûr, c'est une démarche de petits pas, mais peu à peu, la vérité
finit par être arrachée. Il va y avoir encore du travail, mais les écailles qui dissimulaient la vérité sont en train d'être levées une à une. Et ça, c'est extrêmement important. Alors comment les Rwandais eux-mêmes vivent aujourd'hui avec le souvenir du génocide 30 ans après, Clément Di Roma? Les Rwandais se préparent aux 100 jours de commémoration du génocide contre les Tutsis. Des millions d'entre eux se recueilleront dans les 170 mémoriaux que compte le pays. Ce sont les lieux où des centaines de milliers de personnes sont enterrées et où les familles, les survivants et leurs enfants viennent déposer des gerbes de fleurs. La première semaine d'hommage national est toujours la plus intense ici puisque de grands rassemblements et marches sont prévus dans toutes les régions. Les premiers jours, le pays sera au ralenti. Les restaurants et hôtels ne sont ouverts que pour une partie de la journée. On n'entend que les musiques commémoratives également, puisque chaque année, depuis 30 ans, le gouvernement veut laisser le temps aux Rwandais et aux Rwandaises de se recueillir, de se remémorer cette période sombre de l'histoire. 30 ans, ça peut sembler court d'un point de vue européen, mais ici, 65% de la population a moins de 30 ans et donc n'a pas connu les massacres. Le devoir de mémoire devient donc primordial. Une génération entière sépare maintenant le pays du génocide. Patrick de Saint-Exupéry, le Rwanda semble aujourd'hui apaisé avec à sa tête un chef de l'État Tutsi. On peut dire qu'il est réconcilié avec lui-même, ce pays, avec son histoire. D'abord, je suis un peu étonné par l'expression chef de l'État Tutsi. Je ne sais pas comment on s'exprime, mais comment vous exprimez, mais est-ce qu'on dit d'abord juif français ou français juif? Aujourd'hui, au Rwanda... Non, si je précise, c'est que l'ethnie a joué un rôle dans le passé récent et précisément dans les faits qui nous intéressent, le génocide. Absolument, mais ça c'était hier, ça c'était en 90, ça c'était la vision d'Élysée. Aujourd'hui, au Rwanda, c'est tout simple, il n'y a plus de carte d'identité ethnique. La notion d'ethnie a disparu au profit de l'identité rwandaise. Totalement. C'est tout le défi qu'affronte aujourd'hui le Rwanda. Et j'étais un peu brutal et je vous prie de m'excuser. Vous avez raison. Mais c'était juste pour essayer de faire comprendre ce travail qui est mené au Rwanda, de parvenir à effacer ces ethnies qui étaient artificielles pour incarner, qu'il se crée véritablement une identité rwandaise. Et ce travail, il est abouti, dites-vous? Il est en cours. 30 ans plus tard. Mais c'est un immense travail, quand on voit la déchirure que représente le génocide. C'est un pays qui a été rasé, tous les logiciels ont été détruits. Donc, à la fin du génocide, en 1994, le disque dur du pays était détruit. Il a fallu tout reconstruire à partir de rien. Donc, c'est un défi immense. Et créer cette identité rwandaise en lieu et place de ces ethnies, de ces identités artificielles créées par le colon qui était le Hutu et le Tutsi, c'est un travail de plusieurs générations. Ça ne peut pas être fait en 30 ans, ça va être un travail de plusieurs générations. Et une histoire, en tout cas, sur laquelle nous allons revenir à présent. Que faut-il savoir du génocide des Tutsis au Rwanda, Antoine Fenot? Écoutez, vous l'avez rapidement évoqué au début de notre émission, Raphaël, un élément déclencheur, c'est la mort justement du président rwandais, Juvenal Habyarimana. C'était un Hutu, lui, et il meurt donc le 6 avril 1994 lorsque son avion, est abattu par un missile sol-air. Les responsables ne sont toujours pour l'heure pas très clairement identifiés, mais beaucoup pointent du doigt des extrémistes Hutus. Ces derniers auraient ainsi éliminé le président pour pouvoir lancer le génocide, des massacres à grande échelle commis notamment par des milices Hutus. On les regroupe souvent sous le nom de milices inter-Amwe, mais en réalité, il s'agit de plusieurs groupes différents. Et entre avril et juillet 1994, ces milices, ce sont elles qui commettront une grande partie des massacres des au moins 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Un génocide auquel, il faut le dire, la population Hutu participe en partie chauffée à blanc par une voix, un son. La radio des 1000 collines, vous voyez ici une image, une photo récente des locaux de la radio des 1000 collines, via des appels timides au début, puis ouvertement meurtriers. Ces responsables réclament le massacre systématique des Tutsis. Son but est simplement de diffuser une idée du Hutu Power, une forme de suprémacisme ethnique, et toute la population est touchée pour cause. C'est qu'on a distribué, vous le voyez juste ici sur ces reportages d'époque, des transistors, des postes radio à un maximum de personnes pour qu'elles puissent notamment écouter cette fameuse radio des 1000 collines. Patrick de Saint-Exupéry, Hutu, Tutsi, vous l'avez dit de manière assez vigoureuse, ces différences ethniques, elles ont donné lieu à des discriminations, mais bien avant 1994, elles sont héritées de l'époque coloniale. C'est un héritage. Et on ne peut même pas proprement parler de différence ethnique parce que ça ne correspond pas à l'idée d'ethnie. Hutu, Tutsi, à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais Hutu, oui, les Tutsi, frontières étaient poreuses. Non, c'est la même langue, c'est la même religion, rien n'est différencie. Donc c'est une création totalement artificielle. Et c'est l'époque coloniale, c'est les colons qui vont créer ces identités artificielles qui vont être peu à peu renforcées et intégrées au Rwanda par les gens eux-mêmes. Mais on crée des divisions
pour pouvoir contrôler un pays. C'est ça le colonialisme. On a créé ces divisions pour mieux pouvoir contrôler le pays. Et la population va en payer le prix en 1994. Et nous avons... C'est toujours très difficile pour nous de sortir de ces identités qui sont fortement imprégnées, ou Tutsi, même ici. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tient en 3 mots. Ce sont des extrémistes qui ont mené leur peuple à l'abîme. Et on peut oublier les étiquettes Hutu et Tutsi, parce qu'elles n'expliquent rien. Des extrémistes ont mené leur peuple à l'abîme, comme les nazis ont mené l'Allemagne à l'abîme. C'est exactement le même processus. On a coutume de dire que l'élément déclencheur du génocide est cet attentat du 6 avril 1994 contre l'avion présidentiel, ce missile qui coûta la vie donc, au chef de l'État, Juvénal Habyarimana. Un acte qui reste encore en partie, en grande partie même non élucidé. Certains, dont le juge français Jean-Louis Bruguière, incriminent le Front patriotique rwandais commandé à l'époque par l'actuel président Paul Kagame, une thèse qui a fait long feu. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que le juge Bruguière, en fait, a toujours été un magistrat de la raison d'État. Ce n'était pas une initiative propre du juge d'aller désigner les nouveaux arrivants au Rwanda au pouvoir, les nouveaux arrivés au pouvoir, comme responsables de l'attentat. Mais il obéissait à des sollicitations, très clairement, parce qu'il y avait une volonté de camoufler l'événement, de le noyer, de créer un brouillard, parce que cet événement sidérant, singulier, nous posait à nous, la France, énormément de questions. Et ces questions-là, pendant très longtemps, il a fallu qu'on ne les regarde pas. D'où l'importance de la démarche aujourd'hui menée par l'Élysée qui vise à éclaircir cette page extrêmement noire de l'histoire de France. Le génocide était planifié bien avant l'attentat qui coûta la vie au président Habyarimana ? C'est une vieille histoire. On parlait de l'origine du colonialisme. La base de ce qui permettra le génocide se façonne dès les premières années du colonialisme et va se renforcer d'année en année. À plusieurs moments, on comprend qu'il est possible d'interrompre le génocide. Parce qu'un génocide, c'est d'abord une construction politique. Idéologique, avant d'être une affaire de tribu. Ça n'a jamais été une affaire de tribu, c'est une construction idéologique. Mais ne voulant pas percevoir la construction politique qui avait lieu au Rwanda, on n'a rien vu. Et on a laissé faire. Et ça, c'est coupable. Il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes commises au plus haut niveau de l'État. Et aujourd'hui, ce qui est demandé d'une certaine manière, c'est que ceux qui ont commis ces fautes aient le courage de les reconnaître. On peut se tromper. On a le droit de se tromper. Mais ce qui est inexcusable, c'est de refuser de reconnaître que l'on s'est trompé. Et ce faisant, on a laissé perpétrer donc, cette folie meurtrière, parfois même entre voisins. Au sein de la population Hutu, tous ne sont pas pour autant des génocidaires. Certains vont même venir en aide aux Tutsis. Parmi eux, Joséphine, une tenancière de bar sur le lac Kivu, nous raconte comment elle a porté secours à un jeune Tutsi pourchassé. C'est l'extrait du magazine Reporter Les Justes du Rwanda de Luc Laguimboucher. Une dame est sortie de sa maison et m'a vu là-haut. Elle m'a appelé et je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre. Même si je risque de mourir, autant y aller. Dans la vie, il faut prendre des risques. La suivre pouvait conduire à la vie ou à la mort. J'ai décidé de la suivre. C'était une faute très grave. Si tu cachais un Tutsi, on t'ordonnait de le tuer et ensuite, on te tuait. On était prévenus. C'était comme une loi. C'était connu de tous. On l'avait expliqué à tous les paysans. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens n'ont pas osé cacher leurs amis. Parce que c'était une mission impossible. C'était comme un sacrifice. Patrick de Saint-Exupéry, à la vue de ce reportage, on mesure le danger encouru par chaque Tutsi, mais aussi le courage qu'il a fallu à certains Hutus pour résister. Ceux-là risquaient la mort, eux aussi. Combien sont-ils à avoir péri? Rwanda, en 100 jours, entre 800 000 et 1 million de personnes ont été exterminées. La part de Hutus?
elle n'est pas chiffrable. Il y a eu des actes de vengeance, c'était un génocide et en même temps une guerre. Donc il y a eu des actes de vengeance. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette question-là, beaucoup. Sauf que ces débats sont invalides, dans le sens où ça n'est pas que ça ne soit pas important. D'ailleurs, il y a eu des condamnations de justice au Rwanda, de gens qui avaient été tués, voilà. Non pas que ça ne soit pas important, mais ça n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, il est plus vaste. Il consiste, là vous parliez des Justes et c'était un Hutu, mais il y a aussi des Justes Tutsi. Ça n'est pas réductible à cette idée de Hutu Tutsi. Encore une fois, nous sommes dans un processus politique et pas identitaire. Et sortir de... Oui, mais accepter ce processus politique nous amène à quoi? À dire que dans l'Allemagne nazie, il y avait des Allemands qui se sont opposés à cette politique, qui ont été assassinés. Non, c'est dire que tous les Juifs dire que tous les Juifs étaient ciblés, que les Allemands ne l'étaient pas et que certains ont pris le risque, malgré tout, de venir en aide aux Juifs. Je vais vous surprendre, mais je connais aussi des Tutsis qui ont protégé des Hutus. Donc cette grille de lecture, il faut s'en sortir et voir ça comme un affrontement politique qu'on peut réduire à son noyau le plus simple. Des extrémistes ont poussé leur peuple à s'entretuer jusqu'à emmener leur peuple à l'abîme. Et c'est cette idée d'extrémisme, donc de politique, qui est au cœur de l'événement singulier qui était le Rwanda. Et seule cette approche politique permet de comprendre la logique folle qui a mené au génocide. Et c'est justement parce que nous n'avons pas voulu voir en France, à l'Élysée, que ça n'était pas une affaire de tribus, d'ethnie, de race, mais au contraire, on ne voyait que cela, mais que c'était une affaire politique. Réduire cela à un affrontement, c'était la mauvaise grille de lecture. Un affrontement identitaire ou ethnique, effectivement. Alors aujourd'hui, 30 ans après le génocide, changement radical, le Rwanda est devenu une économie prospère, Antoine Feneau. Absolument, une forme de renaissance économique, tout du moins pour le Rwanda, dont l'économie, vous allez le voir, se porte bien, il faut le dire. Regardez ces chiffres de la Banque mondiale. Le PIB de 2012, tout à gauche, à 2024, ici à droite, ne fait que grimper, notamment par rapport aux voisins du Rwanda. Et c'est avec une exception notable en 2020, notamment à cause du Covid. Cette bonne santé économique, elle repose notamment sur un soutien de l'État avec sa corrélation directe, une augmentation également constante de la dette publique. Vous l'apercevez ici, qui s'est stabilisée aux alentours de 50% du PIB du pays. Mais les réussites, elles sont là. On va regarder notamment la courbe de l'espérance de vie. Alors, ces données sont un peu anciennes. Elles datent de 2007 jusqu'à 2017. Mais vous voyez, sur 10 ans, l'espérance de vie a pris quasiment 10 ans à la naissance, notamment. Avec une autre bonne nouvelle, le taux de pauvreté, lui, également, a fortement chuté. Vous allez l'apercevoir sur ce graphique juste ici. Un taux de pauvreté qui est passé de quasiment 60% de la population. Ça, ce sont des chiffres du Bureau des statistiques du Rwanda. Et qui pour descendre à un peu moins de 40%. Là encore, ce sont des chiffres qui s'arrêtent à 2017. Le Rwanda, je vous le disais, qui fait mieux que ses voisins. On va comparer ça en part de PIB constant par rapport notamment à des voisins comme le Mozambique ou le Malawi. Vous voyez que le Rwanda est bien devant en parité de pouvoir d'achat disponible par personne. Et le Rwanda, qui est un pays notamment dynamique, qui a su tirer parti d'une certaine faiblesse, c'était la pollution aux déchets électroniques notamment, et qui a su bâtir totalement toute une économie, notamment une usine autour du recyclage de ces déchets. Et oui, illustration en images, face aux tonnes de déchets déversés chaque année dans les décharges africaines, le Rwanda a annoncé début décembre sa volonté de recycler plus de smartphones, environ 15 000 tonnes de e-déchets sont enregistrées chaque année dans le pays, mais une fraction seulement est recyclée. Reportage dans la première usine spécialisée d'Afrique de l'Est. 15 000 tonnes de déchets électroniques sont jetées chaque année dans le pays. Cuivre, or, coltan, des matériaux rares qui ne sont pas réutilisés. Les métaux précieux que vous trouverez ici sont considérés comme des matériaux bruts. Ils peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres téléphones. Ils ont de la valeur. Il ne faut pas les déposer dans les décharges. Par exemple, il y a des batteries qui contiennent de l'acide. Et cela va se mélanger avec la nourriture qu'on cultive et qu'on mange. Ces smartphones seront ensuite reconditionnés et certaines pièces revendues. L'usine peut aussi extraire le cuivre des vieux fils électriques et même recycler les batteries utilisées pour l'énergie solaire. L'entreprise dit avoir créé 700 emplois dans le pays, dont 50 dans ce village, à proximité du centre de traitement. J'ai enfin pu payer la scolarité des enfants de ma famille et même acheter des terres, 3 parcelles ici grâce à mon salaire. Je vous le dis, ma vie a vraiment changé. Le Rwanda oriente son économie vers le numérique, en réduisant par exemple les taxes sur l'importation. Pour les autorités, il faut donc redoubler d'efforts pour gérer les déchets.
Patrick de Saint-Exupéry, voilà tout l'opportunisme et l'inventivité d'un pays tourné vers l'avenir et qui n'hésite pas à jouer de ses atouts au plan régional, alors même qu'il s'agit d'un pays enclavé. Alors le Rwanda est effectivement un pays enclavé au cœur de l'Afrique, mais en même temps c'est un carrefour. On est enclavé et carrefour en même temps. C'est vrai qu'il y a une reconstruction qui s'est opérée au Rwanda qui est assez étonnante. En 1994, le pays est parti de rien. Maintenant, les chiffres sont parfois un peu trompeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on part de rien, avoir une augmentation forte du PIB, oui, mais une diminution de la pauvreté, c'est aussi très bien, mais il reste encore 40% de pauvreté. Et on constate dans le pays des différences probantes entre la capitale, le développement de la capitale et les campagnes. Donc il y a encore des vrais défis qui sont posés au Rwanda, qui est un pays qui n'est pas riche, qui sort peu à peu de la pauvreté, mais rien n'est gagné. Et parfois Kigali est un peu clinquant par rapport aux investissements consentis à la campagne. Donc il y a des vraies questions d'ordre économique qui se posent pour ce pays, qui court encore après des ressources, parce que c'est très difficile de vivre lorsqu'on est enclavé et disposant de peu de ressources propres. L'économie est dynamique, la corruption sous contrôle. Il faut décerner un brevet de bonne gouvernance à Paul Kagame. Alors la corruption, c'est un des rares pays où effectivement c'est pas sous contrôle. La corruption, il n'y en a pas au Rwanda. C'est très étonnant. Tous les visiteurs qui vont au Rwanda sont extrêmement surpris. On sort de l'image malheureusement traditionnelle un peu de l'Afrique. D'ailleurs c'était déjà... enfin bref, mais les visiteurs sont surpris. Donc oui, il y a eu quand même... Mais je crois que c'est pas simplement Kagame, parce que Kagame c'est un chef d'État, mais dessous il y a tout un pays. Oui. Il faut imaginer... Vous avez survécu à 1994. Vous n'avez plus rien. Votre passé a disparu, a été anéanti. Enfin, familial, votre environnement, tout, il ne reste rien. Vous n'avez qu'un choix, en fait, terrible. Ou bien vous abîmer dans le passé, ou bien essayer d'oublier ce passé pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on constate au Rwanda, c'est qu'il y a un dynamisme de la population, des initiatives qui sont absolument étonnantes. Après, on peut poser la question de est-ce que c'est la population qui donne à Kagame l'énergie ou Kagame qui incarne? Mais c'est un peu une question vaine, quoi. On constate cette volonté et ce dynamisme de se reconstruire une identité rwandaise et un avenir. Voilà 3 décennies, en tout cas, que le destin de cet homme se confond avec celui de son pays, au point d'en faire aujourd'hui un régime autoritaire. Alors oui, c'est un régime autoritaire, oui, mais on est très loin de la Russie autoritaire. La Russie est dictatoriale, la Russie est un régime terrible. On est très loin de nombre de régimes autoritaires que je peux connaître en Afrique. C'est un régime autoritaire parce que les défis... Vous voyez, même ici, en France, on en a encore parfois abordé cette question-là par des identités ethniques. Même nous, au Rwanda, ça taraude toujours. Donc vous êtes obligés de tenir le contrôle, parce que tant qu'on n'aura pas réussi à remplacer le schéma qui aboutit au génocide de l'affrontement ethnique par une logique politique, on butera toujours sur une incompréhension et le pays aura toujours du mal à se reconstruire, à se forger un avenir. Et pour parvenir à cet effort, oui, c'est vrai qu'il faut maintenir une pression. C'est vrai, il n'y a pas de discussion là-dessus. Retour à présent sur ce génocide des Tutsis commis il y a 3 décennies exactement, avec ce reportage d'Éric Monnier à l'époque pour France 2, diffusé le 11 mai 1994. Attention, certaines des images que vous allez voir peuvent choquer. L'odeur est pestilentielle. Les corps en décomposition de familles entières bornent encore la route entre la frontière tanzanienne et Kigali. Les uns, surpris dans leur maison, d'autres, froidement exécutés, les mains liées dans le dos. Sans doute pour prouver l'ampleur du massacre, les rebelles du Front populaire rwandais, le FPR, qui a repris la région à l'armée gouvernementale, ne se sont toujours pas décidés à enterrer ces morts. Ils baladent les journalistes, une sorte de safari de l'horreur. Malgré l'appel du FPR, leur garantissant la sécurité plus de 3 semaines après la tuerie, ils sont encore rares, les réfugiés rwandais, à oser revenir dans leur village. La guerre ici n'a jamais été entre les 2 ethnies, Hutu et Tutsi. La guerre ici oppose les démocrates aux dictateurs qui ont commis ces massacres que vous voyez. À une trentaine de kilomètres seulement de Kigali, où les combats à l'arme lourde continuent, l'hôpital de Gaïni, le dernier en état de fonctionner dans la région. Médecins du Monde y a ramené une équipe chirurgicale. Aussitôt, la fin du massacre. On y croise aussi les premières missions exploratoires du Comité international de la Croix-Rouge qui tentent d'évaluer la situation.
À l'hôpital de Gaïni, les patients sont souvent très jeunes, principalement d'ethnie Tutsi. Le plus souvent mutilés d'un bras ou d'une jambe, ou blessés à la tête par de redoutables planches à clous, l'arme préférée des exécuteurs. Patrick de Saint-Exupéry, vous pensez que justice sera rendue aux victimes quand on voit que Félicien Kabuga, qui dirigeait la radio-télévision des Mille Collines au moment du génocide, a été déclaré inapte à être jugé l'année dernière par le tribunal pénal international pour le Rwanda après des années de cavale? Justice ne peut pas être rendue aux victimes qui ont tout perdu. Et ça, c'est irrécupérable. En tout cas, justice peut être rendue pour apaiser, pour écrire une histoire aussi. C'est important parce que la population rwandaise s'est vue privée de son histoire, qui est toujours parcellaire, qui est toujours disputée, qui est toujours déchirée, quelle que soit cette histoire. Mais il y a une histoire et la population en est pour partie privée. Donc la justice permet de boucher ces trous. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, vous parlez de Félicien Kabuga, le financier du génocide. Il y a le cas de Madame Abiyarimana, qui est toujours réfugiée en France dans un statut paradoxal, qui était au cœur de l'organisation qui a mené au génocide, et voilà, une instruction judiciaire qui patine et qui n'avance pas. Vous savez, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les Rwandais, globalement, ne demandent rien, que ce soit les politiques ou la population. En revanche, je pense que, ça j'interprète, mais je pense que les gens attendent, qu'ils attendent des mots, qu'ils attendent que leur histoire puisse être dite, que l'on accepte ce qui a été, et que ça soit dit, et que ces mots sont extrêmement importants, et que les gens qui ont commis des erreurs en France, par exemple, qu'ils soient capables de dire, oui, nous avons commis des erreurs, et voici lesquelles, endosser l'erreur. Et ça, je crois que c'est pas une question de pardon, c'est pas une question de repentance. Tous ces débats sont faux, mais être capable de dire ça, avoir ce courage de dire ça, c'est une immense réparation, je pense, possible. Merci beaucoup, Patrick de Saint-Exupéry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi Le Monde dans tous ses états. On se retrouve dans 3 semaines et d'ici là, sur notre site internet france24.com.